Je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus d'humoristes aussi qui prennent des sujets engagés et qui demandent encore une fois aussi beaucoup de courage. Soit n'en parle pas énormément, mais à un moment, elle parle quand même du backlash. Et quand tu dénonces, elle les appelle les moi, moi, moi. En gros, quand tu dénonces un peu des violences faites aux femmes, bah, t'as toujours des mecs qui vont te dire ah ben moi, 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 en fait, moi non, moi nanani, nanana. Elle est en mode en fait, on parle pas de vous, on parle d'un truc collectif. Et si tu te sens obligé de répondre par moi, c'est que peut-être qu'au final, t'as quand même quelque chose à te reprocher. Et je trouve que les humoristes commencent de plus en plus à prendre des sujets engagés et qu'il y a eu un peu une le stand-up a aussi fait son auto-analyse et de se dire bah, à quel moment est-ce que nous, on véhicule des messages, à quel moment est-ce qu'on a une utilité sociale et vers quoi est-ce qu'on veut aller. Et honnêtement, quand on regarde le stand-up d'aujourd'hui versus même le stand-up d'il y a 3 ans, c'est plus du tout les mêmes messages. L'acceptabilité est très différente. Par exemple, maintenant, des mecs qui font des sketchs sur des meufs en banalisant, par exemple, du body shaming, des choses comme ça, c'est plus du tout accepté. Et donc, je trouve que c'est hyper positif que le stand-up évolue et doit encore continuer à évoluer. Et après, sur l'utilité du rire, effectivement, je pense qu'il y a on est aujourd'hui à l'échelle de la société dans un moment extrêmement compliqué. Nous, on l'analyse au niveau de mon job. On regarde beaucoup les facteurs de société, comment va la société dans son ensemble, parce que bah, derrière, il va se passer plein de choses en termes de consommation, en termes de rapport au monde, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une perte de confiance dans l'avenir qui est presque, enfin en tout cas dans l'époque contemporaine, qui n'a presque jamais existé. Et donc il y a ce vide un peu à combler, à la fois un vide par rapport à nos idéaux, on est un peu la génération désenchantée pour pas citer Mylène, mais il y a vraiment ce désenchantement et le rire a du coup toute son utilité pour bah déjà décompresser, se dire bah on est tous ensemble en train de vivre ce même moment et réenchanter notre quotidien. Et moi, quand on me demande par exemple si je suis optimiste, et dans mon job, c'est souvent quelque chose qu'on me demande en interview, etc. En fait, c'est un optimisme pas du tout naïf, c'est un optimisme politique. Et en fait, je n'ai pas d'autre choix que moi d'incarner cet optimisme-là, parce que je pense qu'à l'échelle de la société, il le faut, et à l'échelle individuelle, je ne pourrais pas vivre sans optimisme et sans rire. C'est vraiment le point qui me permet de dédramatiser, de trouver de la force et de continuer à combattre. Parce que dès lors qu'on perd son optimisme, on perd aussi la raison de se projeter dans un avenir, quoi. C'est marrant parce que bah, c'est marrant tiens. Mais parce que moi du coup j'ai un peu une approche différente de toi parce que je pense que je suis pas très optimiste malheureusement. Et moi justement il y a des humoristes que j'adore et j'ai un peu le même truc que toi où dès qu'il y a une vidéo ça me fait du bien, c'est un peu ma récompense. Euh, mais j'ai plus une vision assez pessimiste du monde et en fait juste avec l'humour bah, j'en rigole et ça me permet de ouais ça a un effet cathartique, ça me fait aussi accepter que ça va pas et qu'effectivement il y a un truc qui va pas et mais je dirais pas que ça me donne de l'espoir. Je trouve que l'humour c'est très désespéré et désespérant aussi. Il y a un truc de le monde va mal, c'est horrible, waouh, on va faire une blague dessus, c'est sarcastique. Moi ça me rend pas optimiste mais j'adore ça, j'en ai besoin, ça me fait du bien dans mon mal, tu vois. Ouais, je comprends. Et parce que je pense qu'il faut une dose de pessimisme, parce qu'en fait, on est juste des personnes un minimum rationnelles, donc on analyse et on voit vraiment qu'il y a énormément de facteurs qui sont négatifs. Mais le rire permet aussi d'une certaine manière, de dépasser ça, de le magnifier, de transcender un peu le pessimisme ambiant dans un acte purement gratuit. Parce que le rire n'a pas d'autre objectif que de toi te faire rire, quoi. Enfin bon, bien sûr le rire est aujourd'hui ultra politique et c'est ce qu'on disait, mais c'est vraiment un acte purement gratuit et je pense que tout le monde y retrouve quelque chose. Toi, c'est peut-être un miroir de ton propre pessimisme et de ta lecture de la société et donc tu te sens bah, peut-être moins seul aussi en te disant bah ok, en fait plein de gens ressentent ça et en plus bah on en rigole parce que voilà, on est tous face au même constat. Et puis je pense que d'autres gens retrouvent aussi un élan en se disant bah c'est tellement absurde qu'il faut nécessairement le changer. Et donc voilà, je pense que tout le monde y retrouve son compte. Et bah, du coup, est-ce que tu trouves que c'est un spectacle universel, vu que tout le monde y trouve son compte? Alors, universel, je ne sais pas. Après, j'ai beaucoup de mal avec le concept de l'universalité. Euh,
On est aujourd'hui dans un monde aussi où on a besoin de plaire de manière universelle. On essaye vraiment de lisser pour avoir des dénominateurs communs de ce qui est désirable, pas désirable, justement drôle, pas drôle, etc. Alors que je trouve que justement, il faut cultiver les aspérités. Et c'est ce que Swan, elle fait. Elle ne s'excuse absolument pas des aspérités, des sujets ultra clivants qu'elle va mettre sur la table, etc. Et en ce sens-là, du coup, les personnes qui viennent et qui n'étaient pas forcément très sensibles sont mis face à leurs propres contradictions ou face à leur propre malaise. Donc je dirais que oui, il peut être universel, dans le sens où tout le monde peut rire aussi de soi et tout le monde peut découvrir des choses, mais je pense que tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail, parce que c'est un travail psychologique quand tu arrives dans ce spectacle et que t'es pas très déconstruit sur certains sujets ou que ça te touche à des endroits d'ego individuel. Donc je pense qu'il est universel, mais que le monde n'est pas encore universellement prêt à aller voir Swan Périssé. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est universel, comme tu dis, dans ce qu'elle raconte, notamment la convergence des luttes, en fait, écologistes et féministes, contre le capitalisme et le patriarcat qui se servent mutuellement. Enfin, il y a vraiment un discours très, très politique derrière tout ça, qui est universel, dans le sens utile aussi, parce que voilà, elle partage des expériences personnelles qu'on aurait pu vivre, enfin, en tout cas, que, voilà, que les femmes ont pu vivre dans leur vie aussi. Donc tu te dis, ah putain, mais moi aussi, et ça permet, voilà, de créer, de donner des réponses, en fait, tout simplement, sur des situations auxquelles on peut être confronté dans notre sphère intime. Donc ça, c'est toujours universel. Et ça me fait toujours penser à Bergson, encore une fois, notre philosophe du rire, parce que donc autour du rire, il y a cette importance de la distance, et ça, c'est ce que le philosophe dit. On rit parce qu'il y a à la fois une proximité avec le sujet, dans ce qui est raconté, une identification possible à la personne, et en même temps, une certaine distance. On ne connaît pas personnellement Swan Périssé. Donc, et même si on la connaissait, de toute façon, il y a ce clown, en fait, son personnage scénique, qui permet de créer cette distance-là. Et donc, du coup, voilà, tous les spectacles d'humoristes et le stand-up répond complètement à ces règles du rire. Pour revenir sur l'universalité, toi, tu disais tout à l'heure que son public était très différent. Moi, je me demande, des fois, je me dis, est-ce que c'est quand même pas très parisien? Voilà, c'est une question que je me pose. Bon, il faudrait faire une sociologie du public de Swan, quoi. Elle le fait parfois dans ses sketchs. Enfin, elle-même, quand elle est sur scène, elle auto-analyse son public. Et bon, on a le public aussi qui nous ressemble, et ça, c'est très vrai. Donc, c'est encore un écosystème de personnes engagées. Parce que, comme je le disais, il faut vouloir aussi aller dans un endroit qui va te faire évoluer à l'échelle individuelle. Et donc, tout le monde n'est pas, encore une fois, prêt à vivre ce moment-là. Et effectivement, ça reste quand même un peu bobo écolo. Par contre, elle a fait donc une tournée dans toute la France. Elle a rempli des salles dans toutes les villes. Elle fait, je trouve qu'elle fait vraiment un effort justement de démocratiser ça pour dire, en fait, ce que elle vit et la manière dont elle analyse la société et autres, c'est pas juste un truc de bobo écolo, c'est vraiment des questions politiques, globales et qui touchent en réalité tout le monde. Donc ça rejoint un peu le point que tu disais sur le triptyque de qu'est-ce qui fait qu'un spectacle marche bien. Elle part d'expériences individuelles mais qui sont ultra collectives, et elle permet de le mettre à distance, au-delà même de son propre personnage. Elle permet de mettre à distance chaque individu avec le climat politique global. Alors je vais faire une question particulièrement longue à laquelle tu peux répondre en 2 mots. Quand le gouvernement Trump censure la recherche scientifique qui porte sur les femmes, le climat, les minorités et autres mots tout aussi woke qui pourraient mener à une plus grande justice sociale, écologiste et à l'égalité raciale, aïe aïe aïe. Quand le président de la première puissance mondiale, toujours lui, disait choper les femmes par la chatte. Quand en France, un premier ministre ignore l'urgence climatique, que Darmanin est ministre de la Justice et que le président de la République désigne Depardieu comme la fierté nationale, peut-on rester calme? Non, déjà. Et surtout, c'est ultra drôle parce que t'imagines le tableau que tu viens de dépeindre, c'est de la nourriture pour humoristes. C'est vraiment en mode let's go. S'il fallait inventer une dystopie, on aurait pu mettre ça. Et c'est la réalité. Donc non, on ne peut pas rester calme de manière politique. Je pense que ça, c'est très important. Par contre, en son intériorité et avec soi-même, c'est hyper important par contre de conserver le calme, ou en tout cas d'exprimer cette colère et qu'elle vive en dehors de nous-mêmes. Parce que c'est un risque qu'on voit aussi chez plein de militants et plein de gens dans mon milieu, c'est entre guillemets le burn-out
militant, le burn-out émotionnel qu'on peut avoir parce que justement l'absurdité politique nous frappe de plein fouet. Et comme on porte des combats liés à ça et des convictions personnelles, c'est un double effet ricochet, quoi. Donc je pense qu'à l'échelle de société et encore une fois de manière politique, le calme n'est plus de rigueur. Mais en son fort intérieur, il faut quand même réussir à préserver des îlots de calme pour soi-même. Quel est ton rapport à la colère? Alors c'est intéressant parce que je pense que je suis une personne qui se met rarement en colère en réalité, même si je trouve que c'est des colères très saines. Je l'ai été quand j'étais plus jeune, liée à plein d'événements qui se sont passés dans ma vie, des violences sexistes et sexuelles comme Swan peut aussi le décrire, et j'ai eu énormément de colère. Et à un moment, s'est posé la question de est-ce que j'allais sombrer dans cette colère-là et y rester et ne plus pouvoir rejoindre la joie que j'avais envie de vivre au quotidien, ou est-ce que j'allais faire le choix de canaliser cette colère-là, de m'en nourrir, de nourrir durablement, on va dire, ma personnalité et de revenir dans la joie. Et j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans ce côté de la joie, notamment grâce à mes amis, grâce à vous, enfin le travail psychologique que ça a nécessité. Et depuis, je navigue entre cette joie qui m'environne et puis de temps en temps, quand j'ai besoin de convoquer aussi cette colère-là pour renourrir mes convictions, je suis capable d'aller la convoquer et puis sans qu'elle vienne m'aspirer complètement. Donc je pense que je suis une personne bizarrement très calme, enfin en tout cas pas en colère, et survoltée de joie, de passion et d'envie d'agir. Ça me fait trop rire, j'adore parce que tu dis vous, ça fait deux fois. Enfin, notre groupe de potes, c'est carrément une entité, quoi. Parce que là, je suis en mode, mais elle me vous voit ou quoi? Non, non, c'est vous, mais je sais très bien quel est le vous, quoi. On adore, on adore. Et est-ce que tu considères que Swan, elle est rebelle? Oui. Elle est rebelle parce que, alors le terme même rebelle pourrait être sujet de mille débats, et je pense qu'on a, enfin en tout cas dans l'imaginaire collectif, une rebelle c'est une femme qui se laisse pas dire quoi faire, pas dire quoi penser, etc. Et je pense qu'en ça, Swan elle est rebelle, mais elle est surtout extrêmement libre. Euh, Parce qu'elle a eu la force de se dire ce que la société veut nous shamer, j'aime pas les anglicismes, désolée, mais la société veut que les femmes aient honte de certaines choses, et c'est un énorme frein à notre liberté individuelle, et c'est là où on va se conformer, on va passer sous silence plein de choses, et en fait un des premiers axes pour être vraiment libre, c'est de dire à la société je n'ai pas honte de ces points-là, parce que déjà il n'y a aucune raison d'avoir honte, et donc en plus je vais visibiliser ça et je vais en faire ma plus grande force, parce qu'en fait tous les sujets, dès qu'on les nomme, même quand ils sont extrêmement graves, perdent de leur gravité et perdent de cette puissance de la honte qui nous enferme un petit peu. Et donc en ça, je pense qu'elle est rebelle parce qu'elle a le courage d'aller visibiliser tous ces sujets. Et en plus, elle est extrêmement libre parce que je pense que ça lui ouvre un champ de l'infini en termes de possibilités dans son travail artistique, mais aussi, je pense, à l'échelle individuelle. Et il y a aussi l'aspect collectif chez Swan qui est très rebelle dans le sens où il y a du indignez-vous, quoi. Elle appelle, elle invite à l'action, tout simplement. Donc en ça c'est carrément un personnage rebelle. Grave. Et il y a un moment dans son spectacle où elle demande justement aux gens dans le public vous faites quoi quand vous êtes en colère? Les réponses sont hilarantes. Genre vraiment, il faut aller voir sur son Instagram parce qu'elle met plein de petites capsules. Et c'est un terreau aussi ultra fédérateur, déjà parce que ça montre que tout le monde a besoin de gérer sa colère. Et ça montre en fait la pluralité avec laquelle les gens adressent cette colère-là. Et c'est hilarant. Et ton rapport à ce spectacle, bon, on aura compris que c'est un spectacle qui te fait réfléchir, mais est-ce que tu le qualifierais plutôt d'émotionnel ou d'intellectuel en premier lieu? Elle rentre par la porte émotionnelle et elle ressort par la porte intellectuelle. C'est vraiment aussi sa force et sa manière, je pense, de passer des messages politiques. C'est vraiment de rentrer par on est ensemble dans une émotion collective, et à la fin, enfin en filigrane, mais surtout à la fin, elle vient replacer toujours le message politique. Et c'était très vrai sur son spectacle. Bon, bien sûr, sur les législatives, là, l'intellectuel était là, mais l'émotionnel était extrêmement présent. Et là, sur son dernier spectacle, sur Les Bras Tendus, c'est pareil, en fait, elle rentre par l'émotionnel, mais elle en fait un message politique, intellectuel, très très bien construit. Je pense que c'est sa force. Et est-ce que tu as fait son spectacle seul?
non, puisque vous m'aviez offert 2 places. Et du coup, j'étais allée avec un copain. Et c'était drôle parce que c'est un public plutôt féminin. Et elle fait d'ailleurs une blague sur ça en disant, bon, bah, les mecs, soit vous êtes là parce que vous vous êtes un peu trompés, soit c'est vos meufs qui vous ont ramenés, etc. Mais au final, il y a de plus en plus d'hommes dans ces spectacles. Et lui, pour le coup, bon, c'était le bon public cible. Il adorait, c'était top. On arrive à la fin, au mot de la fin. Est-ce que tu pourrais conseiller le spectacle Calme de Swan Périssé en quelques mots? Alors, c'est un spectacle d'utilité publique qu'il faut aller voir avec une personne qui n'a pas envie de le voir pour justement déconstruire son rapport à l'actualité, aux violences qui sont sous-jacentes de notre société. Et ça permettra à la fois d'avoir un effet thérapeutique, cathartique, de mise à distance du monde et aussi de ses propres sentiments difficiles à accepter parfois. Merci, c'était magnifique. Merci Alex, ben, on a terminé. Donc allez suivre le compte Instagram de Swan Périssé, sa chaîne YouTube aussi. Elle est en tournée avec son spectacle Calme et elle a donc 2 dates à Paris en mai au Trianon. Bon, c'est peut-être déjà complet, je sais pas. Et puis sinon, écoutez son podcast, Il y a plus de saison. C'est une production Binge Audio et c'est disponible sur toutes les plateformes. Elle a également sorti un livre, donc un livre avec Guillaume Meurice qui s'appelle L'humour est-il un sport de combat? Alors je viens de l'acheter, donc je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a l'air assez éclairant et peut-être qu'on aura des réponses aux questions qu'on a évoquées dans l'épisode. Merci Alex. Merci beaucoup Manon et merci Swan. On aurait peut-être dû lire son livre avant de faire un podcast sur le rire, mais on reviendra. C'était Popples, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.